Attention tout le monde, prêt? Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus sur Téléclub Zoom pour le deuxième épisode de cette nouvelle saison de match après match au programme de la Super League, de la Challenge League, de l'Europa League, de la Champions League, pas mal de ligues, vous l'aurez compris, on va surtout parler football. On évoquera par contre pas du tout le cas Neymar. Pour nous accompagner ce soir et à mes côtés, Cameron Puertas, milieu de terrain du Lausanne Sport à la crinière aussi sauvage qu'il est talentueux. Bonsoir Cameron. Bonsoir. À vos côtés, Claude Gross, notre consultant, l'œil aiguisé de la rédaction, qui maintient sa série. Quand vous êtes là, Claude, il n'y a pas de 0-0. Bon, ce soir, il n'y a pas de risque, c'est un talk show. Bonsoir, Exactement. Claude. Bonsoir, Vincent. De l'autre côté de la table, l'autre équipe, Jérémy Manière, qui a le sourire puisque son équipe du Slow a battu le LS dans le derby vendredi et que Tourkes n'a pas marqué. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir. Et le patron, journaliste, commentateur, producteur, il a toutes les casquettes, même s'il n'en porte jamais. Bonsoir, Daniel. Bonsoir Vincent. Et n'oubliez pas évidemment de réagir à tout ce qui va être dit ce soir sur les réseaux sociaux, toutes les bêtises qu'on va pouvoir dire, ou si vous êtes d'accord, ça peut arriver aussi parfois, le hashtag TCMAM pour Twitter et notre page Facebook Téléclub Sport Romandie. On débute cette émission avec l'actu la plus fraîche, à savoir la victoire de Sion en Super League face à Thun sur le score de 1-0. Deuxième victoire sur le score de 1-0 de suite. Quatrième victoire de rang pour les hommes de Stéphane Anchaud, le FC Sion, qui est dans le bon wagon à 2 points de balle et à 1 point d'IB. Claude, je ne vais pas me faire des amis du côté du Valais, mais est-ce qu'on s'ennuie quand même pas un peu avec ce FC Sion? Alors, c'est ce que j'entends dire un peu partout. Pour avoir été beaucoup de fois à Tourbillon l'année passée, on s'ennuyait aussi et il n'y avait pas de résultat. Alors cette année, peut-être que ce n'est pas encore un jeu attrayant comme on pourrait s'attendre, mais les résultats sont là. Sion est troisième, Sion est performant. Stéphane Anchaud, je pense, a voulu quand même solidifier ce FC Sion qui prenait beaucoup de buts. Et quand vous construisez une équipe, vous construisez par derrière. Et ce n'est pas Stéphane Anchaud qui va me démentir. Et maintenant, laissons-lui un peu de temps de mettre en place son équipe. On voit qu'il y a des choses qui évoluent. Les points lui permettent d'avoir le temps de continuer à travailler, surtout au FC Sion. Donc, il faut être patient. Écoutez, à la fin de la saison, on se rappellera du classement, le jeu, bien sûr, qu'en Valais, tout le monde aimerait un jeu attractif, porté vers l'avant. Eh bien, pour le moment, ce n'est pas tout à fait le cas, mais ça gagne. Donc, c'est l'essentiel. Jérémy, elle vous séduit, cette équipe du FC Sion par les résultats? Par les résultats, forcément. Ouais. Il reste sur 4 victoires de suite. 3e place au classement. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Sion à ce niveau-là. C'est un Sion qui est très, très pragmatique, quoi, qui est très solide défensivement. On voit vraiment la patte en chaud. Après, ils ont toujours des individualités devant qui peuvent faire cette différence-là, comme Kazami, comme Legnani, qui est très fort devant le but. Et, non, je ne vais pas dire qu'il me séduit, mais par contre, il est très efficace et c'est bien pour la suite parce que la base de travail, elle est là. On va voir justement le but de Legnani qui donne la victoire cet après-midi. Daniel, déjà, joli but. Oui, bon, joli but. Et puis, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est un FC Sion qui ne me séduit pas du tout au niveau du jeu, mais qui est très solide. Et je pense que ce qu'il faut faire à la base, déjà, encore plus quand on a Stéphane Anchaud sur le banc, c'est vraiment verrouiller derrière. Et après, on verra. En plus, il semblerait qu'il y ait encore un attaquant qui doit arriver. Puis après, là, peut-être, on pourra commencer à avoir une certaine alchimie entre le milieu et l'attaque. C'est un petit peu ce qui manque, à mon avis. Cameron, c'est une situation que vous avez un peu connue avec le LS la saison dernière, c'est victoire d'un seul but. Sur la longueur d'une saison, c'est quand même difficile d'arriver tout en haut. Et vous l'avez vu l'année dernière avec le LS, c'est quelque chose de difficile à gérer aussi. Et peut-être que Sion devrait plus se porter à l'attaque. C'est sûr que c'est toujours difficile, une victoire avec un goal d'avance. Après, au final, ça reste une victoire, 3 points. Mais ouais, après, sur le long terme, c'est difficile. Et ce serait mieux de concrétiser les occasions. Je crois que ce qui était surtout difficile avec vous, Cameron, la saison dernière, c'est cette accumulation de matchs nuls où les joueurs nous disaient encore il y a quelques jours, ils ne savaient pas s'ils avaient gagné des points ou perdu des points. Et c'était surtout ça qui posait problème finalement. Oui, c'est ça exactement. On avait de la peine à concrétiser les occasions par match. On loupait beaucoup devant les goals. C'était un peu ça notre problème. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a un peu travaillé sur ça et ça apporte les fruits pour l'instant. Claude, encore un mot sur le FC Sion. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent quand même viser le haut classement? Là, on voit qu'ils sont bien au classement, actuellement 3e, ils ne sont pas très loin des leaders. Est-ce que c'est une équipe qui, sur la durée, peut aller chercher, pourquoi pas le titre, en tout cas ces places européennes?
Alors le titre, je ne me mouillerai pas, j'irai pas jusque-là, mais le podium, assurément. Bâle et IB sont peut-être au-dessus du lot aujourd'hui. Maintenant, un podium, ça fait longtemps que Sion l'a pas eu. Je pense que cette saison, quand on voit les autres équipes, surtout, et comme elles ont démarré, je pense que Sion n'a rien à envier aux autres équipes. Ils font les points, ils vont faire un peu de jeu, et s'ils en font pas, c'est pas trop grave, tant que les points sont là. Mais c'est ça, c'est que le championnat est tellement homogène au final que, hormis Bâle et puis IB, n'importe qui peut accrocher le podium actuellement, quoi. Il y a très peu de différence de niveau entre les équipes, on le voit. Tout le monde prend des points à tout le monde, si ce n'est Bâle et puis IB. Donc, moi, je pense que le podium, je ne vais pas me mouiller non plus, parce que je ne suis pas bon au pronostic, mais actuellement, il n'y a pas d'équipe qui est vraiment plus fort que Sion, hormis Bâle et IB, comme le classement le démontre. On voit avec Lugano, excuse-moi, c'est Lugano qui propose du jeu depuis le début de la saison, qu'on a proposé en fin de saison passée. D'ailleurs, ça leur a permis de remonter au classement. Et cette année, ils sont en grosse difficulté alors qu'ils proposent du jeu. Mais effectivement, devant, on a vu encore cet après-midi, il manque à la conclusion et au résultat, ils se retrouvent en bas de classement. Et là, il y a d'autres soucis qui arrivent. Et après, c'est justement ce contenu, je pense, ce jeu qui va leur permettre d'accrocher des points très rapidement. Parce que je pense que, comme on l'a vu avec Lausanne l'année passée, le contenu dans le jeu n'était pas forcément là. Et tôt ou tard, la mécanique, elle s'essouffle un petit peu. Donc on ne peut pas toujours gagner par la plus courte des marges. Et je pense que tôt ou tard, la jouerie de Lugano, le contenu des matchs de Lugano, ça va payer. Oui, juste pour revenir sur Sion, qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Je ne me souviens plus. Sion. Oui, ce que je voulais dire, c'est que finalement, si on regarde cette équipe de Sion, eh bien, elle gagnait pas ce genre de match la saison dernière. Les matchs à Thun, les matchs à Lucerne, les matchs contre les adversaires dits un peu plus faibles, eh bien là, c'est totalement différent. Et ça peut aussi compter à la fin. C'est vrai. Merci Daniel. Vous avez retrouvé ce que vous vouliez dire, c'est bien, c'était important. C'est un peu long, mais... Non, très bien, très bien. Vous noterez aussi que IB n'est plus premier et c'était plus arrivé depuis le 2 juin 2017. Ça fait donc un petit moment là que Young Boys n'était plus en tête du classement. C'est donc Bâle qui est premier désormais. On va revenir au match d'hier soir, ce duel 100% roman avec ces deux équipes qui s'affrontaient hier. Neuchâtel qui était en déplacement du côté du stade de Genève. Neuchâtel qui menait 2 buts et qui s'est fait reprendre sur 2 corners servétiens. Daniel, vous étiez au bord du terrain. On peut parler d'une performance encourageante de Neuchâtel, surtout dans la première Oui, bien sûr. Il y avait déjà eu ces bons signaux contre Bâle à la Maladière la semaine précédente. Hier, j'ai vu une équipe de Xamax qui est allée chercher son adversaire, littéralement. Puis bon, après, vous regardez ça. Nuzzolo, ça reste vraiment un énorme artiste dans cette équipe de Xamax. Il a marqué son 4e but en 6 matchs. Mon seul souci à Xamax, c'est que j'ai vraiment l'impression que l'équipe, elle est dépendante de Nuzzolo. Nuzzolo n'a pas été extraordinaire contre Bâle, le match précédent non plus. Xamax n'a pas réussi à marquer. Hier, il est là, il fait son match. Et puis c'est un autre Xamax. Donc c'est un peu lui, ses prestations personnelles, qui donnent le visage de Xamax. Et ça m'inquiète. Il n'y a pas... également Carlon, parce que je pense qu'il faut relever un peu sa oui, absolument, mais c'est surtout une très bonne entente qu'il y a entre Nuzzolo et Carlon, mais il manque quand même ce joueur, cet attaquant de pointe qui va aller vous mettre, je ne sais pas, 12 buts par saison. Nuzzolo hier a joué sur le côté, contrairement à Bâle où il avait joué en pointe. C'était très intéressant de le voir là, mais il manque quand même, à mon avis, un numéro 9, un Ademi, par exemple, à tout hasard. Et comme tu l'as dit, je pense que Carlon a une super forme actuellement. On a vu, il est vraiment performant, mais je pense que Nuzzolo a cette faculté justement de rendre les joueurs meilleurs, ceux qui jouent à côté de lui. Ça a été le cas avec Carlon durant les matchs de ce début de saison. Je pense que ça pourrait être le cas avec Seferi aussi, qui a beaucoup de qualités, mais qui les a pas encore beaucoup montrées. Mais je pense que c'est comme Doudin au milieu. Doudin, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un joueur qui est capable de faire jouer les autres. Et il met de l'huile un petit peu dans la machine. Donc je pense que Nuzzolo est vraiment l'homme providentiel et le sera encore cette année, malheureusement, pour Xamax, parce qu'il en faudrait plus des joueurs comme ça. Oui, autant en avoir un déjà. Ouais, dépendant d'un joueur, c'est ça. Non, mais, mieux. Alors moi, j'étais le premier à dire au début de cette saison que Nuzzolo ne referait pas forcément le 14 buts, 14 assists de la saison dernière. Et je vois qu'il est déjà à 4 buts après 6 journées. Il est extraordinaire. C'est exceptionnel. Moi, Cameron, c'est un joueur qu'on apprécie. Enfin, de le voir sur les terrains, c'est quand même intéressant. Il vaut mieux l'avoir avec soi, quoi. C'est sûr, toujours dans une équipe où on a besoin d'un joueur qui peut nous faire gagner. Et là, il fait plus que ça, même. Il fait souvent... C'est lui qui fait presque tout l'homme à tout faire. Après, on ne peut pas se plaindre d'avoir un joueur comme ça. Donc c'est un peu... Voilà, quoi. On peut parler un petit peu aussi de Servette, qui a été, j'ai envie de dire, un peu décevant. En tout cas, à première mi-temps,
pas au niveau de ce qu'on a vu depuis le début de la saison. On peut dire ça, Claude? Oui, ils étaient moins bien que l'accoutumée, mais le mérite, on revient aussi à Neuchâtel qui a fait non seulement une bonne première mi-temps, mais une bonne deuxième mi-temps. Parce qu'on a relevé qu'ils avaient fait une bonne première mi-temps, après c'était plus compliqué. C'est pas vrai. Ils ont craqué sur cette balle arrêtée, et après, voilà, l'équipe revient à 2-1 et ça pousse et vous passez plus de temps à défendre. Mais Neuchâtel était très bon du début, juste presque à la fin. Après, c'est les balles arrêtées qui leur ont coûté cher. Servette était un petit peu moins bien que par rapport à ce qu'on avait vu depuis le début de la saison. On a été tellement bien habitués aussi que c'est aussi à cause de ça. Moi, je relève l'esprit positif de cette équipe et de leur coach, parce qu'à la sortie de Konya, on en parlait hier sur le plateau, il n'a pas hésité à mettre un deuxième attaquant alors qu'il n'y avait qu'une demi-heure de jeu pour essayer d'aller chercher quelque chose. Ça n'a pas fonctionné le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Et ensuite, à la fin, il a poussé, il est passé à 3 derrière. Donc, il montre les attentions, il montre que cette équipe est conquérante. Et on disait que c'était un néo-promu et que c'était toujours difficile. Non, ils se comportent comme une équipe qui joue crânement leurs choses. Et aujourd'hui, ils sont 4e. Et si en 3e, Servette 4e, c'est extraordinaire. Mais ce Servette-là me plaît bien parce qu'ils sont conquérants et ils jouent. Hier, c'était un peu moins bien en première mi-temps, effectivement. Ils sont là aussi parce qu'ils ont fait un recrutement très différent du recrutement opéré par Xamax. Très intelligent, le recrutement de Servette. Oui, mais on l'a aussi évoqué, les budgets ne sont pas les mêmes. Et forcément, je n'aime pas parler toujours de budget parce que ce n'est pas ça qui fait l'équipe. Mais forcément, que vous avez un petit peu plus d'argent, vous prenez des joueurs un tout petit peu plus... de meilleure qualité. Ouais, puis l'intelligence quand même d'avoir réussi à trouver la faille sur balle arrêtée. Il y a eu d'abord la latte de Chagas sur corner, il y a eu ces 2 buts sur corner aussi, et Alain Geiger a remodelé, comme vous l'avez dit, Claude, hein, son équipe pour aller chercher le 2-2. Ils ne sont pas passés loin non plus de la victoire. Ça ressemble un petit peu au match qu'on a vu contre Thun lors de la première journée. Et ça, c'est aussi une force. Hein, le jour où vous êtes moins bien, vous arrivez à vous en sortir sur les balles arrêtées. C'est un atout de plus. Ça, c'est bon signe. Et ça, c'est voilà. Geiger audacieux, on ressortira ça quand même de ce début de saison de Servette, parce qu'il tente beaucoup, il change beaucoup aussi de système, ça se fait dans plein d'équipes, hein, mais c'est vrai que lui, il a tendance à essayer de réagir rapidement à la mi-temps, ou en début de match, même après 20 minutes, il a complètement modifié son système. Quand il a été nommé, on n'était pas forcément convaincu de ce qu'il allait pouvoir faire avec cette équipe. Il a montré en Challenge League qu'il avait le niveau, et là, en Super League, ils produisent du jeu, il y a du spectacle, et puis aussi, lui, il se permet d'essayer des choses avec son effectif. Mais c'est là qu'on voit que justement le recrutement a été cohérent, le groupe a été bien constitué. S'il y a un joueur qui est blessé, un autre peut le remplacer sans problème. Les profils au milieu de terrain notamment sont complémentaires, je trouve vraiment très intéressant. Et je pense qu'ils vont faire une très 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 belle saison. C'est bien plus qu'un néo-promu pour moi. Et comme l'a dit hier Geiger d'ailleurs, hein, il a demandé un défenseur, un milieu, un attaquant, il les a eus. On sent qu'il se passe quelque chose, qu'il a la légitimité de demander à ses dirigeants, j'aimerais ça, ça et ça, parce que oui, c'est lui qui les a fait arriver en Super League et puis il continue à faire du très bon travail. Donc, Cameron, vous les connaissez bien, cette équipe, vous les avez affrontés la saison dernière, alors il y a eu quelques changements, mais est-ce que vous pouviez imaginer à cette époque-là qu'ils allaient être aussi performants à l'échelon supérieur ? À voir à quel niveau ils avaient quand on les a affrontés en Challenge League. C'était sûr que du moment qu'ils passaient en Super League, ça allait être une équipe qui ne va pas jouer le bas de classement, plutôt le haut du classement. Et puis sur ce résultat de 2-2, au final, on a quand même l'impression qu'au classement, personne ne fait vraiment la bonne affaire. Neuchâtel est toujours à la recherche de sa première victoire. Est-ce que ça devient quand même un peu inquiétant ? Est-ce qu'on rentre dans un cycle un peu négatif ? On est toujours lanterne rouge, on ne gagne pas. C'est quand même une situation pas évidente à gérer. Alors moi, je vous aurais peut-être dit que je m'inquiétais si Lugano avait gagné aujourd'hui, si Thun avait gagné. Mais là, j'ai l'impression qu'on est encore bien dans le wagon qui peut permettre à Xamax d'être au moins 9e, voire 8e. Mais attention, parce qu'il n'y aura pas tous les week-ends les équipes qui sont au-dessus qui perdront des points. Je pense surtout qu'il faut qu'ils lancent la saison à domicile sur leur synthétique, qu'ils engrangent leur première victoire pour vraiment casser un petit peu cette série et engranger 3 points directement pour vraiment qu'ils progressent au classement et puis qu'ils se mettent encore plus en confiance, qu'ils abordent les prochains matchs avec beaucoup plus de conviction. Tu as raison, ils ont fait 3 matchs à l'extérieur, 3 fois 2-2. Ce qui est bien. C'est bien de prendre des points à l'extérieur. 6 buts à l'extérieur, prenons des points. Mais en menant 2 fois 2-0. 2 fois 2-0, oui. Mais comme je l'ai dit hier à Thun, ils se sont sabordés eux-mêmes avec les cartons rouges. C'est une équipe par nature qui est forte à domicile. Sur son synthé, notamment Challenge League, ils étaient quasiment imprenables, quoi. Donc je pense vraiment que leur salut il passe par les points à domicile.
Mais vous vous êtes d'ailleurs entraîné quelques temps avec eux. L'objectif de Xamax, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils savent déjà qu'ils doivent se sauver. Dans leur tête, ils savent depuis le début de la saison qu'ils doivent se sauver. Et peut-être que d'autres équipes qui lutteront contre la relégation n'avaient pas cet objectif à la base. Et là, ça peut faire aussi la différence. Non, ça peut jouer en fin de saison. Ils savent en quoi ils doivent travailler, sur quel objectif justement se poser. Mais voilà, le recrutement était ce qu'il est, avec les moyens qu'ils ont eus. Voilà, ils savent que ça va être une saison difficile. Et je touche du bois pour que Nuzzolo ne se blesse pas. Merci messieurs, on va ainsi clore ce chapitre Super League. On passera à la Challenge League d'ici quelques instants, mais on va se détendre un peu et reprendre notre souffle avec une petite compilation du meilleur et du pire vu sur les pelouses helvétiques. C'est un festival, il garde absolument rien sous la semelle, les joueurs d'Antonio Conte. Premier carton jaune d'entrée de jeu, quasiment sur la première faute. Chetine, victime d'une faute. Et cette fois-ci, il y aura droit. Cette fois-ci, il y aura droit. Ndia à son deuxième jaune. C'était une semaine horrible, mais on a maintenant 3 semaines pour soigner les bébés, soigner les bobos, et puis on montrera un tout autre visage dans 3 semaines. Attention à cette tentative. C'est magnifique, c'est 3-0. Quel but! Quel but de la part de Konan Oussou! La tentative et le but. Daniel Romano, merci. Transition parfaite parce qu'on va parler de Challenge League avec ce but de Konan Oussou pour évoquer le tout premier derby lausannois de l'histoire entre le Lausanne Sport et le Stade Lausanne-Ouchy qui s'est joué vendredi. Et c'est le Challenger qui s'est imposé. Une victoire du SLO 3-0 sur le LS. Et autour de cette table, 2 hommes pour en parler qui étaient sur le terrain. Jérémy Manière pour le SLO, Cameron Puertas pour le LS. Qui veut s'exprimer en premier sur cette partie? Tu me laisses l'honneur. Gagné, je te donne l'honneur. Merci, c'est gentil quand même. Ouais, un beau match de bout en bout. On l'a abordé avec beaucoup de détermination. On est vraiment dans la peau du petit poussé. On savait qu'on n'avait pas grand-chose à perdre parce que Lausanne avait fait un super début de saison avec beaucoup de buts marqués. Il concédait aussi peu de buts et peu d'occasions même. Donc voilà, on savait vraiment d'emblée qu'on devait faire un grand match pour réussir à accrocher quelque chose. Et c'est ce qu'on a fait. On a été vraiment cohérent de bout en bout, de la première à la dernière minute. Les performances individuelles de tous les joueurs ont été bonnes, de ceux qui sont rentrés aussi, comme on a vu avec le but de Konan Oussou qui est exceptionnel. Donc ouais, une belle soirée pour nous. Cameron, comment vous avez vécu cette partie? Alors vous avez débuté sur le banc, vous êtes rentré en cours de jeu, mais comment est-ce que vous l'avez vécu, vous? On savait que ça allait être un match très difficile. Après, à ce point-là, difficile, je pense pas. Comme Stade Lausanne, ils ont tout fait juste. Ils ont su tout faire pour qu'on ne puisse pas poser notre jeu, qu'on ne puisse pas prendre confiance dès le début du match. Comme on était en confiance avant ce match, on finissait sur une victoire 5-1 face à Haro. Et puis on pensait que ça allait être, je pense... on savait que ça allait être difficile à ce point-là. Je pense pas, l'impact physique, ils ont eu un gros impact physique sur nous et c'est ce qui a payé ses fruits un peu. Je me demandais, est-ce qu'on peut parler d'une défaite qui vous remet un peu les idées en place après cet incroyable début de saison, votre super série, ou c'est un peu un coup d'arrêt dans ce que vous avez vécu ces derniers temps? Ce qui nous remet en place, je pense pas, parce qu'on savait que ça allait être un match difficile, pas qu'on allait arriver là et leur mettre 3-0 et rentrer à la maison. Ça va falloir un peu nous remettre les pieds sur terre, même si on ne s'est pas envolé, mais c'est toujours une défaite qui fait mal. Mais... Moi, j'ai pas l'impression non plus qu'ils nous ont pris de haut. Enfin, ils nous ont respectés. Ils savaient de quoi on était capable parce qu'ils sont souvent venus nous voir en match amical, que ce soit les joueurs, les dirigeants. Et on est en contact régulier. On se connaît un peu tous et on sait que voilà, ils nous ont pas pris de haut. Mais
On a bien abordé ce match. On a eu un peu de chance durant les premières minutes avec l'occasion de Maxime Dominguez qui passe au-dessus de la latte. Et on a été efficace devant, on a bien tenu derrière. Donc, non, c'est pas pour cela qu'on a gagné. Ce qui était difficile pour Cameron, je crois, il nous l'a dit tout à l'heure, c'est aussi les odeurs de saucisses, de mayonnaise, de cigares au bord du terrain. Mais trêve de plaisanterie, moi j'aimerais juste mettre en avant quand même le coaching d'Andrea Binotto. Rappeler quand même que quand Stade menait 2-0, il a enlevé des milieux pour mettre 2 attaquants en plus. On sait qu'il a des origines italiennes, hein, Binotto, et on sait aussi qu'on n'est plus dans les années 80, qu'on ne fait plus de catenaccio aujourd'hui en 2019. Et je me souviens que quand il est venu ici, Andrea Binotto, il nous a dit pour la Serie A l'année passée qu'il était grand fan de Giampiero Gasperini, entraîneur de l'Atalanta. Et j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu inspiré de Gasperini, qui a obtenu la place en Champions League en jouant comme ça. Toujours marquer un but de plus, marquer un but de plus. Et votre adversaire, forcément, si vous ne reculez pas, et que vous continuez à mettre la pression, il ne sait plus sur quel pied danser. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez ressenti, mais depuis le haut de la tribune, on avait l'impression que vous ne saviez plus si vous deviez attaquer ou défendre. Souvent, quand ils font un début de match comme ça, en général, les équipes, vers la 60e, elles n'arrivent pas à tenir le même rythme. Mais là, ils marquent le goal avant la 60e, donc ça ne pouvait que les pousser plus haut. Et je pense qu'on aurait pu jouer ce match 5 fois, on n'aurait pas gagné une fois. Donc, grand chapeau à eux. Du coup, Claude, est-ce qu'on peut parler d'une surprise? Non, pas une surprise. Mais c'est un peu une blague entre nous, parce que vous m'avez dit plusieurs fois que ce n'était pas une surprise hier. Donc je vous pose la question. Allez-y. Non, effectivement. Moi, j'ai l'impression sur ce match-là quand même que Lausanne, au niveau mental, n'y était pas. On l'a vu en début de match. Ils étaient en retard dans tous les duels. Ils perdaient les duels. Beaucoup de déchets techniques. J'ai l'impression qu'ils n'y étaient pas. Alors, comme je l'ai dit, il ne faut surtout pas enlever le mérite du Stade Lausanne-Ouchy qui a fait tout juste. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une motivation. Pour l'avoir vécu, quand le petit club lausannois ou de la banlieue lausannoise a la chance d'affronter Lausanne Sport, il y a une grosse motivation, forcément. Donc Lausanne avait plus à perdre que nous. Voilà, il y a une grosse motivation, entre guillemets, du petit club. Et peut-être qu'ils sont rentrés un petit peu inconsciemment, de manière plus tranquille. En tout cas, à mon avis, vous n'êtes pas rentré dans le match, c'était flagrant. Quand on est en retard sur tous les duels et qu'il y a autant de déchets techniques, c'est que vous n'y êtes pas. Et après, Stade Lausanne s'est mis dans le bon sens de marche. Et après, on en avait parlé avant le match. À quelle minute ils peuvent tenir? J'ai dit, mais ils peuvent tenir tout le long s'ils sont dans leur plan de match. Andrea Binotto, on sait qu'il ne va pas changer à sa philosophie qui est le jeu. Et il a bien raison, parce que si vous menez 2-0 et vous faites rentrer encore un défenseur et vous enlevez un attaquant, vous envoyez le signal que vous reculez, l'équipe adverse, ils vont rentrer les attaquants. Donc surtout pas faire ça. Donc le Stade Lausanne a fait tout juste. Lausanne n'a pas réussi à se remettre dans le sens de marche jusqu'à la fin, parce que Lausanne a eu 2 occasions de but, je pense, en tout et pour tout. Et ça montre que Stade Lausanne était solide et était bien meilleur sur ce match-là que le Lausanne Sport. Vous savez, ce que j'aime bien, moi, avec cette équipe de Stade Lausanne, c'est aussi le recrutement. Il est tellement intelligent. Il y a que des joueurs qui parlent français, déjà. Il y a pratiquement que des joueurs qui viennent de la région. Et il y a beaucoup de joueurs qui doivent se relancer, ou soit qui ont comme un peu des revanches à prendre. C'est un peu des types qui doivent montrer quelque chose, soit à eux-mêmes, soit à d'autres. Et je trouve que ça s'est vu sur le terrain. C'est peut-être là qu'on a aussi une petite différence au niveau de la motivation. Mais pas que sur ce match. Depuis le début de la saison, Stade Lausanne, c'est ce genre de type, en fait. C'est ce genre de gars qui veulent des revanches. Des revanchards, tout simplement. Le recrutement du LS, parce qu'il a été aussi beaucoup différent des années passées, où on a été chercher des noms, on voulait amener directement des joueurs d'expérience. Là, c'était fait un peu différemment quand même cette année. Oui. Il y a quand même Schnabli qui est arrivé, qui a beaucoup d'expérience. Mais il y a tous ces, si j'ose le terme, parasites qui ont été éloignés du vestiaire. J'étais un parasite. Alors je parle pas de vous, Jérémy, je parle surtout je parle surtout de Margiotta, de Rapp, de ces gens qui voulaient pas être là, qui estimaient qu'ils étaient beaucoup trop forts pour jouer en Challenge League et puis qui dérangeaient dans le vestiaire. Et ça change. Parce qu'en tout cas, sur le début de saison, on a vu que ça a été particulièrement efficace. C'est des cartons à quasiment tous les matchs. Offensivement, c'est intéressant. Il y a du spectacle. D'ailleurs, les gens sur les réseaux sociaux, pour ces matchs-là, on réagit positivement en disant que c'était cool de voir cette équipe du LS jouer comme ça. Et c'était bien différent de ce qui a été fait l'année passée. Non, mais ça reste la meilleure équipe de la Ligue quand même. Oui, mais on a fait de la place aussi, on en a parlé en direct, à Andy Zekiri.
il marque plus que l'année passée. L'année passée, il ne jouait pas beaucoup. Donc pour marquer, c'est embêtant. On lui a fait de la place aussi pour jouer. Et on lui a mis Turquès avec. Ils sont très complémentaires. Donc voilà, les jeunes peuvent s'exprimer. Et je pense que le recrutement, cette année, il a été bon. Il a été intelligent d'aller chercher Turquès. On n'a pas été chercher un nom ronflant comme on avait été avec Zidane ou avec d'autres joueurs. On a été chercher un joueur de Challenge League qui était le meilleur ou juste pas le meilleur buteur. Ils ont eu Ils ont eu cette intelligence de ne pas trop toucher au groupe, justement. Parce que c'est un groupe, certes, qui n'avait pas forcément atteint l'objectif l'année passée, mais c'est un groupe qui a engrangé de l'expérience, justement. Donc ils savent les erreurs qu'il ne faut plus répéter, justement, pour accéder à cette première place, voire à cette deuxième place, parce que ce n'était même pas le cas l'année passée. Donc c'est vraiment, notamment pour les étrangers qui ne connaissaient pas forcément la Challenge League, maintenant c'est plus le cas, il n'y a plus cette excuse-là, ils ont pris le pouls de cette ligue, ils savent que c'est compliqué, et on le voit dans les performances des joueurs du LS qui sont très bonnes. Cameron, il est comment le vestiaire à l'intérieur dans ce début de saison? Il vit mieux que la saison dernière, par exemple? Oui, surtout, il vit beaucoup mieux. Mais ça, c'est lié au résultat. Il n'a jamais mal vécu. Non, on n'a jamais vécu mieux, mais surtout quand on est là, on a gagné presque tous nos matchs. Avant ce match du week-end, on était à l'aise, tout le monde était content, il y a une bonne ambiance. On a aussi beaucoup de choses nous réussissent que l'année passée, nous ne réussissaient pas. On marque beaucoup de goals et on n'encaisse pas beaucoup. Donc pour l'instant, on peut dire qu'il y a tout qui est bien. Et puis un petit mot sur Stade Lausanne, parce qu'au début de saison, on parlait de principe de jeu, qu'on essayait de garder ces fondamentaux-là qui étaient le jeu. Ça n'a pas fonctionné, et puis tout à coup, il y a eu ce déclic. Alors vous avez battu Chafouz, il y a eu cette victoire en coupe, et puis la victoire contre le grand frère voisin. 132 buts à chaque fois. 132 buts, et il y a vraiment eu ce déclic qui est arrivé dans l'équipe, là, Jérémy. Je ne parlerai pas de déclic parce qu'on a été très mal payé durant les premiers matchs du championnat. Contre Getse, déjà en ouverture de la saison, on aurait pu déjà ramener quelque chose de là-bas contre un des grands favoris. Ensuite, contre Winterthur, avec d'autres circonstances, on aurait dû gagner le match. Je ne vais pas parler des arbitres, enfin je le fais un petit peu quand même. Chaque match a eu un petit peu son histoire. Contre Vaduz, on est passé complètement à côté, j'estime. Mais voilà, on attendait cette victoire vraiment pour lancer notre saison. Et voilà, après, contre Lausanne, on est allé avec ce supplément d'âme qui fait que parfois le petit renverse le grand. On n'est pas capable de chaque week-end de réaliser des matchs comme ça. Des matchs comme ça, il y en a peut-être 3 ou 4 dans une saison au grand maximum. Mais je ne parlerai pas de déclic, mais le groupe a pris conscience des exigences de la Ligue et puis ça s'est vu ce week-end. Moi, j'ai juste une question pour Jérémy. La pause qui arrive maintenant, elle est plutôt bénéfique ou plutôt pas bien pour vous? C'est presque dommage qu'elle arrive maintenant. C'est presque dommage qu'elle arrive maintenant. Après, on sait que les footballeurs, ils aiment bien avoir congé le week-end. On ne va pas s'en plaindre, mais c'est vrai que si on avait pu enchaîner 2-3 matchs actuellement, on l'aurait fait avec plaisir. Mais on va vraiment, on va continuer à travailler physiquement, on va continuer à peaufiner nos principes, nos automatismes. Mais il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas bien en coupe, déjà contre Kriens et puis ensuite contre Kiasso à domicile. On voit le classement là, surtout noter aussi dans le haut de classement que Getse a fait match nul aujourd'hui et avec ce but encaissé à 95e, ce qui est bon pour vous, puisque Cameron, puisque le LS reste donc en tête. Alors, ça aurait été le cas de toute façon. Non, pas forcément. Pas forcément. Il y a Winterthur qui a perdu à Kriens. Et puis le Sto désormais 7e, donc c'est aussi un bon bol d'air pour vous. Vous avez parlé du fait que, dans un sujet qui a été fait dernièrement, que vous alliez lutter contre la relégation. Ce serait quand même plus confortable d'être dans ce ventre mou, jouer plutôt les 4, 5, 6e places et pouvoir vivre une saison de promotion tranquille. Pour moi, il n'existe pas encore vraiment ce ventre mou. On voit qu'avec une victoire ou 4 points en 2 matchs, on prend 3 ou 4 places au classement. Donc c'est encore anecdotique cette 7e place qui est la nôtre. Donc on parlera de ça après à la 9e, la 10e journée où il y aura peut-être un petit peu plus d'écart entre les équipes. Mais évidemment que l'objectif principal, c'est de se sauver. Et ensuite, on verra, on avisera, mais d'abord, c'est le maintien parce que voilà, on sait que c'est pas facile. J'avais juste envie d'ajouter une petite chose concernant Lausanne, mais surtout certains de ses supporters. J'avais un petit peu de peine à comprendre. Évidemment que Lausanne ne va pas gagner tous ses matchs 4-0 cette saison. Et j'ai vu ou entendu des supporters qui étaient très heureux, très enthousiaste avant vendredi. Et puis tout à coup, il y a cette défaite et puis le discours change déjà. Et j'aimerais tellement voir des fois des supporters un peu plus positifs. Un peu comme à Haro, vous l'aviez vécu, Vincent, lors du barrage, quand Xamax avait perdu 4-0 à la Maladia. Ils gagnent 4-0 au Bruggelifeld, ils vont au penalty, puis 1 heure après le match, alors que Haro avait manqué l'ascension en Super League, l'équipe était encore avec les supporters. Et
Et j'aimerais voir un peu plus de positivité à la Pontaise derrière cette équipe. Ça, c'est très vaudois hein, comme phénomène. Hein. Ça, je vous rassure. Hein. Vous êtes vite en haut et vous êtes vite catastrophique. Donc, non, mais dans les deux cas de figure, que ce soit pour Lausanne Sport ou pour Stade Lausanne Sport, ils ne vont pas s'alarmer de cette défaite. C'est un accident de parcours qui, pour moi, n'en est même pas un, puisqu'ils sont tombés contre une belle équipe. Et pour Stade Lausanne, ne pas s'enflammer non plus. Quand on voit les équipes qu'il y a derrière, c'est Casso qui, malgré tout, ça fait 10 ans, un peu moins peut-être, qu'on pense qu'ils vont culbuter. Ils sont toujours là. Ils ont une jolie petite équipe qui joue bien en ballon aussi. Et il y a Vaduz, c'est Haro égalité. Donc, dans les deux cas, il ne faut pas paniquer et il ne faut pas s'enflammer. Mais vous, par exemple, en tant que joueur, quand vous avez des supporters du public négatifs comme ça vous touche? Vous auriez besoin peut-être d'un peu plus de positivité ou vous en fichez complètement, ça ne change rien dans vos matchs, dans vos semaines? C'est sûr que ça fait toujours plaisir d'entendre du positif sur l'équipe. Après, on sait comment ils sont les supporters, ils veulent toujours le meilleur. Donc, c'est pas sur une défaite qu'on va s'exciter, qu'on va regarder les commentaires des pros du foot. Moi, je trouve que souffrir avec son équipe, c'est quand même très beau aussi. Voilà. Et vous connaissez ça? Absolument. Très bien, merci Daniel. Et bien, on va conclure donc cette page challenging. On souhaite évidemment une bonne saison au Lausanne Sport et au Stade Lausanne, Ouchy et nous. On va faire une petite pause, une petite respiration et on se retrouve juste après ça. Les meilleurs basketteurs de la planète vous donnent rendez-vous en Chine. Du 31 août au 15 septembre, Téléclub Zoom vous propose tous les jours la meilleure affiche de la Coupe du Monde FIBA 2019 en direct et en accès libre. C'est dans l'Empire du Milieu que les plus grandes stars de la NBA et les meilleures nations de basket au monde se disputeront le trophée Naismith. La suprématie américaine pourra-t-elle enfin être mise à mal? Ou bien les USA iront-ils chercher un troisième sacre d'affilée? La Coupe du Monde FIBA de basket, c'est du 31 août au 15 septembre, en direct et gratuitement sur Téléclub Zoom. Salut, je m'appelle Tessa. J'ai l'impression que ma mère a déjà planifié toute ma vie. Je t'aime fort, mon bébé. Tu vois, elle a aucune raison de s'inquiéter pour toi. T'es jamais sortie avec un autre mec que Noah? Il y a des moments dans la vie qui semblent nous définir. Action ou vérité, est-ce que t'es vierge? C'est un jeu de gamin, non? Pas quand tu joues avec nous. Je vais faire le gage. Ton gage, c'est de rouler une pelle à Hardin. Tu veux vraiment le faire? Des moments qu'on ressasse sans arrêt. On joue encore là? Parce que je crois que tu me dois un gage. Hardin est compliqué. Il est pas pareil avec moi. Méfie-toi. Pourquoi t'as tous ces romans d'amour si tu crois pas en l'amour? Qu'est-ce qui te dit que je crois pas en l'amour? Alors c'est quoi ton histoire? Mon histoire? Il va te briser le cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est au sujet de Hardin. Il se passe un truc, mais pas le truc que t'as en tête. J'arrive pas à le croire. Je suis désolée. Tu crois pas que cette histoire a été trop loin? À quoi est-ce que tu rêves là? Ma vie était tellement simple avant lui. Mais maintenant, c'est plus... compliqué. After, chapitre 1. Maintenant, sur Téléclub On Demand. Dans match après match. Et n'oubliez pas de réagir évidemment sur les réseaux sociaux, #TCMAM sur Twitter ou notre page Facebook Téléclub Sport. Romandie, la fine équipe est toujours réunie. Cameron Puertas, Claude Gross à ma droite, à ma gauche, Jérémy Manière et Daniel Romagno. On va... Romagno Brésilien. Romagno. On joue avec le 10 en attaque. Ah, j'adorais. La virgule, c'était mon meilleur skill. Parfait. On va poursuivre notre émission. Non, je pense pas.
On va poursuivre notre émission donc avec une page Europa League et le tirage au sort qui a eu lieu vendredi midi. On va s'intéresser évidemment aux clubs suisses, 3 clubs suisses engagés dans cette compétition. Bâle, Lugano et Young Boys qui a été éliminé en barrage par l'Étoile Rouge de Belgrade, on s'en souvient tous. Et on va débuter avec justement ce groupe du double champion suisse en titre, IB qui se frottera donc à Porto, Feyenoord, Rotterdam et aux Rangers. Alors messieurs, est-ce que c'est un bon ou un mauvais tirage ? Et c'est pas évident de savoir, parce qu'il y a l'attrait, évidemment, des clubs qui vont être affrontés, mais l'intérêt sportif qui serait plutôt de sortir de ce groupe, c'est quand même plus compliqué. C'est un groupe attractif au niveau des stades, au niveau des adversaires. Il y a des adversaires historiques dans leurs championnats respectifs, avec des grands clubs comme les Rangers, comme Feyenoord, comme Porto. C'est vraiment dans leurs pays respectifs des grands clubs qui comptent, qui ont une tradition, une histoire. Mais niveau sportif, ça va être un challenge assez relevé quand même de passer, parce que on sait que Porto, c'est une équipe habituée à la Champions League. Le Feyenoord sont toujours à la lutte avec l'Ajax, normalement, dans le championnat hollandais. Donc, c'est pas facile pour IB. Moi, je pense que IB doit sortir de ce groupe. Franchement, je pense que les joueurs de Seoane peuvent le faire et ils doivent le faire. Après être passé à ça de la qualif pour la phase de groupe de la Champions League. Enfin, en même temps, c'était à ça et à ça. On en a déjà discuté, mais il faut sortir de ce groupe, il faut être encore européen au printemps et puis il faut représenter la Suisse de la meilleure des manières. Cameron, vous estimez à quoi les chances d'IB dans ce groupe ? Ouais, pour moi, c'est un bon groupe. Question footballistiquement, il y a les stades, ils sont les 3 équipes, c'est des grosses ambiances. Donc je pense qu'il y aura un coup à jouer, surtout à la maison, avec leur synthétique, ils vont normalement ça devrait jouer pour eux. Après à l'extérieur, ça sera des matchs difficiles, c'est l'Europa League, donc j'espère qu'ils vont sortir de ce groupe. Je suis d'accord avec tous les avis, tout a été dit, c'est parfait. C'est tout ? Vraiment, on en reste là ? Non, oui, oui, mais tout a été dit, je vais répéter. C'est vrai que c'est attractif, c'est vrai que ça reste jouable, ça reste des grands clubs, ça reste des stades avec des grosses ambiances. Moi, je vois quand même Porto comme favori. Oui, peut-être Porto. Maintenant, IB, il faut voir comment ils vont régler leurs problèmes. L'équipe, on a dit reconstruction, notamment sur le plan défensif. Parce qu'on ne remplace pas So, Sanogo, Babou, Benito, Von Bergen du jour au lendemain. Donc ça va prendre peut-être un peu de temps. Et c'est ça qui va peut-être manquer. C'est un peu ce qui a coincé dans ce barrage. Offensivement, j'ai pas de souci. IB reste très fort, reste très compétitif, même sur la scène européenne. Derrière, il va falloir très vite trouver des marques, mais j'ai confiance totalement au staff de IB. Voilà, je pense que c'est ça le souci. Combien de temps il va falloir pour revenir homogène, pour revenir solide. Mais je pense que ça reste ouvert et que ça reste un groupe très intéressant. Ça nous permet de faire un petit quand même comparatif Super League et cette Europa League cette saison. On est passé, c'était en Super League, ils ont régné sur la saison sans trop de problèmes. En Europa League, ils étaient en Ligue des Champions où ils ont même battu la Juventus cette saison. C'est moins flamboyant en Super League. Ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut quand même parler d'une équipe qui s'est un peu affaiblie, ou voire même plus largement affaiblie ? Mais elle s'est affaiblie, mais elle se cherche. Elle se cherche tout simplement. Il faut laisser un tout petit peu de temps à Seoane. Juste une toute petite anecdote. La saison dernière, l'Ajax est arrivé en demi-finale de Champions League, mais Ten Hag a trouvé comment ils voulaient jouer à la fin du mois de septembre. Et ils avaient pris des claques contre le PSV, ils n'étaient pas forcément très attractifs et très justes et très homogènes. Et puis regardez comment s'est terminée la saison, une victoire en championnat, une victoire en coupe et puis une demi-finale. À ça, de nouveau, d'une finale de Champions League. Mais ils repartent avec des nouveaux jeunes. Babou, quand il est arrivé à IB, c'est pas le Babou qui a signé, qui vient de partir de IB. Ça a pris du temps. Il a progressé avec l'équipe et il est monté aux puissances. Et là, que ce soit par exemple Lontomba qui joue en ce moment à sa place, il lui faudra peut-être un petit peu de temps pour arriver au niveau de Babou et, espérons-le, être transféré. Donc avec beaucoup de joueurs. C'est plus jeune quand même et moins expérimenté que ce que l'était le groupe de l'époque. Oui, bien sûr. Mais ils repartent sur un nouveau cycle parce que même IB en Suisse, ils sont obligés de faire progresser les joueurs et de les vendre et repartir dans des nouveaux cycles. Et là, ils l'ont fait alors de manière complète avec la défense et le milieu de terrain. Ça me paraît beaucoup. Mais voilà, c'est ce qu'ils ont décidé. Donc, il leur faut un petit peu de temps et j'ai peur qu'il leur manque ce petit peu de temps. Non, puis on le voit avec certaines arrivées comme Christopher Martins, c'est des joueurs à gros potentiel quand même qui sont allés chercher. On a déjà vu durant ce début de championnat, c'est un joueur qui peut être potentiellement revendu pour 10 ou 15 millions dans 2 ou 3 ans, quoi. Donc je pense que c'est vraiment un recrutement intéressant mais qui prendra un peu du temps ça prendra un peu de temps pour que ça porte ses fruits.
Bon, on va passer à l'autre équipe qui est en tête du championnat désormais en Super League, à savoir le FC Bâle, qui a un groupe alors un peu différent sur le papier avec Krasnodar, Retafe et Trabzonspor. Là, on est sur des équipes qui sont difficiles à jouer, mais qui sont peut-être aussi moins attractives pour le FC Bâle dans cette compétition. Ouais. C'est des équipes un petit peu plus exotiques, on connaît peut-être moins leur qualité aussi. Krasnodar, honnêtement, je ne sais pas vraiment ce que ça vaut dans le championnat de Russie. Ça va être difficile de prendre des points à Retafe, c'est quand même une belle équipe du championnat d'Espagne. Trabzonspor, ça sera une belle ambiance, mais je pense que c'est quand même un adversaire que Bâle doit battre. Avec l'arrivée de la nouvelle recrue, là, dont le nom m'échappe, Cabral, oui, le troisième de la Ligue. Le troisième Cabral de la Ligue. Eh bien, je pense que Bâle a un bon coup à jouer. Et comme je le disais pour IB, je pense que Bâle peut et doit sortir de ce groupe. Il ne faut pas oublier que, oui, Retafe, ça peut être un adversaire plus compliqué pour Bâle. Je veux dire, pour le FC Bâle, pour la manière dont joue le FC Bâle. Après, les deux autres, va surtout falloir faire des points à la maison parce que c'est pas facile d'aller jouer en Turquie. Krasnodar a quand même sorti Porto en qualif de Ligue des Champions cette saison. Ils ont chuté contre Olympiakos en barrage. Ils avaient perdu 4-0 à l'aller, donc c'était compliqué de modifier de renverser la situation, pardon. Et puis la saison dernière, ils ont été éliminés par Valence en 8e de finale de l'Europa League. Donc c'est une équipe qu'on ne connaît pas, mais il y a des résultats. C'est une équipe qui joue un peu à l'enthousiasme, comme ça. C'est une équipe qui peut perdre, comme vous dites, 4-0 un match, et puis le match suivant, elle peut battre un plus gros. Donc c'est un petit peu cette inconstance qui peut jouer peut-être en faveur du FC Bâle, à mon avis. Moi, j'y crois parce que le FC Bâle, depuis Noël dernier, on retrouve le FC Bâle qu'on a connu. Alors, peut-être pas aussi grand, mais il revient très fort. Ils reviennent costauds. Ils sont très forts défensivement. Ils marquent tout le temps des buts à demi et en feu. Stocker a retrouvé un niveau. Frey aussi. Ils étaient arrivés en absence totale de compétition. Et on retrouve un FC Bâle qui est costaud. Alors, souvent, on parle de session, mais Bâle aussi, c'est pas toujours un jeu très attractif. Mais à la fin, ils gagnent. Et l'année passée, ils ont fait, depuis Noël, à un point près, je crois, le même nombre de points que IB. Ils ont perdu qu'un match au deuxième tour et cette année, ça part sur les mêmes bases. Donc ce FC Bâle revient en force. Et si on connaît peu les équipes, les autres équipes ne connaissent peut-être pas le FC Bâle non plus, mais ils devraient se méfier. Donc si je me mets à la place des adversaires, je pense que Bâle est un des deux favoris pour le groupe. En comparaison, c'est plus accessible que le groupe d'IB, en tout cas pour moi, à mon avis. Oui. Quel est votre avis quand même sur ce groupe pour Bâle? Ouais, pour moi, Bâle, ils ont leur carte à jouer dans ce groupe. Surtout comme à la maison, avec l'ambiance qu'il y a là-bas, ce serait logique de ramener des points de la maison. Après, à l'extérieur, ça sera un peu plus compliqué, mais j'espère que ce serait bien qu'ils se qualifient aussi. Pour les belles affiches à la télé. C'est important hein, pour le football suisse quand même, qu'on commence un peu à passer des tours. Et c'est l'occasion, avec 3 clubs en Europa League, d'aller chercher ces points UEFA qui nous font tant défaut cette saison, en tout cas déjà, et les saisons passées aussi. Je pense, comme on l'a dit, Bâle et IB doivent sortir de ce groupe. Après, je pense qu'on parlera encore du... Je ne sais pas si vous avez prévu de parler du groupe de Lugano, Vincent. Oui, on va parler du groupe de Lugano. Je ne voulais pas trop teaser, je ne voulais pas trop vous mettre en difficulté. Non, mais allez-y. Ouais, on peut directement enchaîner sur le groupe de Lugano. Allons-y. Hein. Donc, les hommes de Fabio Celestini qui vont affronter le Dynamo Kiev, Copenhague et Malmö. Là, ça semble quand même... Non, mais ça, c'est... Pas de bol parce que Lugano était dans le dernier chapeau. Il pouvait tomber contre Manchester United, il pouvait tomber contre Arsenal, la Roma, enfin bref, j'en passe. Et puis bon, il tombe dans un groupe comme ceci et en plus, il joue à Saint-Gall. Donc moi, je vois, je sais pas, 150, 170 spectateurs là-bas au Kibun Park. Peut-être des Saint-Gallois qui ont envie d'aller voir un peu d'Europa League. Peut-être, tout à coup, s'ils s'embêtent un peu, puis qu'ils ont envie d'aller voir Malmö ou Copenhague. Non, mais trêve de plaisanterie, les affiches ne sont pas très sexy. Par contre, les équipes sont super difficiles à jouer, à mon avis. J'ai de la peine à imaginer Lugano sortir de ce groupe. Claude? Alors, compliqué, affiche pas excitante, et aller jouer à Saint-Gall, effectivement. Tirage au sort, là, pas gâté. Hein. L'année passée, on l'a vu, ils ont joué à Lucerne, et c'était catastrophique, il n'y avait personne au stade. Ils avaient aussi eu des affiches... comme ça, ouais. Donc, ils ont vraiment pas de chance... Peut-être que Fabio aurait préféré jouer Retafe, je ne sais pas, mais... au hasard. Au hasard. Rappeler 3 souvenirs, mais là, non, pour les pauvres Luganais, c'est vraiment un tirage catastrophique à tous les niveaux, je pense.
Bon, messieurs, on va passer à la compétition reine européenne, à savoir la Ligue des Champions. Il y a également eu le tirage des groupes qui s'est déroulé jeudi soir avec de belles oppositions en perspective. À l'image, j'ai choisi, moi, le groupe F, dans lequel on retrouve Barcelone, Dortmund, l'Inter et le Slavia Prague. À noter la réaction des dirigeants du Slavia Prague lorsqu'ils ont vu le tirage. On les a vus rigoler à l'image parce qu'en effet, se retrouver dans ce groupe-là, c'est un peu le groupe de la mort de ce tirage de Ligue des Champions. Hein. Ah, mais moi, je pensais qu'ils se marraient parce qu'ils étaient sûrs de finir premier. Non, ce sera le petit pousset, clairement. Et puis, je me réjouis de la revanche entre le Barça et l'Inter. L'Inter qui avait été qui était très bien parti la saison dernière, après 3 rencontres, puis qui a fait 0 points lors des 3 dernières journées, puis qui a réussi à se faire coiffer au poteau par Tottenham. Donc, je pense qu'ils ont une belle revanche à prendre. Puis Lucien Favre, allez, je vous laisse. Non, mais alors, non, honnêtement, dans ce groupe, vous voyez qui sortir. Allez, petit pronostic, parce que vous n'aimez pas les pronostics, Jérémy. Mais non, là, je vais me mouiller, là, clairement, Dortmund et puis Barça. Même si l'Inter a fait un recrutement assez clinquant, je pense que ça reste un groupe qui est plus ou moins en construction. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, l'association Lukaku, Alexis Sanchez devant, mais je pense que Dortmund de Lucien Favre est bien au-dessus, et le Barça encore plus, quoi. Il n'y a même pas à parler de ça. Cameron, votre avis sur ce groupe? Ouais. J'ai une question pour vous. Vous avez une équipe comme ça qui vous fait rêver dans ces Ligues des Champions, sur la scène internationale? Il y a un club que vous suivez depuis que vous êtes tout jeune? Bien sûr, le Real Madrid. Du coup, là, vous voyez le Barça sortir? Du coup, non, je vois le Dortmund et l'Inter. Claude, votre avis sur le groupe on a une petite préférence pour Lucien Favre ou finalement non, la fibre helvétique Je pense comme Jérémy, Barcelone, Dortmund. Ouais, donc l'Inter, non? De nouveau coiffé au poteau par le futur finaliste, parce que c'était ça la saison dernière. Oui, mais sans parler de Lucien Favre, tout simplement. Alors bien sûr, on espère que Lucien Favre va passer, mais rien qu'au niveau de la qualité, je pense Barcelone-Dortmund aussi. Ok, on va passer à un autre groupe, parce qu'il y a aussi d'autres groupes qui sont particulièrement intéressants, parce que très indécis, et c'est le cas du groupe G, un groupe très équilibré, où tout est possible avec Benfica, l'Olympique Lyonnais, Leipzig et le Zénith. Est-ce qu'on est aussi attiré par des groupes moins clinquants, messieurs? Parce que, Jérémy, vous aimez le mot clinquant. Est-ce qu'on est un peu attiré aussi par ce genre de groupe où on ne sait pas ce qui va se passer? Et finalement, c'est intéressant de suivre ces rencontres, ou est-ce qu'on se contente des gros cylindrés de la Ligue des Champions? C'est surtout un groupe très indécis, en fait. Moi, si vous me demandez qui sort de ce groupe-là, j'aurais de la peine à me prononcer, franchement. J'ai l'impression que tout le monde peut battre tout le monde aujourd'hui, parce que la saison est longue jusqu'au mois de décembre, mais il peut y avoir des blessés, des suspendus, mais j'ai de la peine à me prononcer. Je laisse la parole à Claude, qui est très bon. Claude, qui connaît très bien la Ligue 1. On est d'accord. L'Olympique Lyonnais qui fait un bon début de saison. Alors j'ai un petit penchant pour l'FC Lyon, pour l'Olympique Lyonnais. Mais c'est vrai que c'est un groupe très homogène et c'est difficile à dégager un favori. Il y a des points qui vont se perdre un peu partout. Donc c'est l'équipe qui sera la plus régulière. Peut-être à domicile où il faudra faire le plein de points, parce que si vous faites le plein à domicile, normalement vous pouvez vous en sortir sans problème. Donc Lyon, c'est quand même compliqué là. En plus, je suis tellement mauvais au pronostic, donc je ne vais pas dire Lyon, en espérant qu'ils vont passer. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais c'est un groupe qui peut être très attractif, parce que, comme vous le disiez, souvent on attend les grosses affiches qui débouchent sur rien, surtout à ce niveau de la compétition. Et souvent, c'est des matchs un peu moins excitants qui nous donnent les plus belles parties. Donc ça peut être un groupe très intéressant. Et puis messieurs, alors il y en a certains qui ont les groupes sous les yeux. Vu que moi j'ai choisi 2 groupes, est-ce que il y a une surprise que vous voyez venir dans cette Ligue des Champions? Est-ce qu'il y a cette saison un gros club qui ne sortira pas de son groupe alors qu'il est dans les 2 favoris? C'est souvent, il y a beaucoup. Vous parliez du groupe C. En tout cas, pas Manchester City. Le groupe C qui vous a le groupe C me plaît bien pour la 2e place, parce que je trouve que tout est jouable dans ce groupe avec Manchester City, le Shakhtar, le Dynamo Zagreb et l'Atalanta qui produit un football intéressant. Moi, je vois l'Atalanta. Ouais, l'Atalanta, c'est une équipe qui est très inexpérimentée, qui a perdu pas mal de joueurs importants, mais qui en a pris des intéressants aussi. Ouais, elle va jouer à San Siro, ça va être compliqué à mon avis. Je vois plutôt une lutte pour la 2e place entre Donetsk et Zagreb, même si mes origines, évidemment, me poussent à être plutôt... Moi, pour le Shakhtar. Le groupe H est assez tu m'enlèves les mots, j'allais dire groupe H, il est extraordinaire pour moi. Oui, c'est ça, parce que typiquement, Chelsea, ils sont en reconstruction, ils jouent avec beaucoup de jeunes joueurs comme Abraham ou Mason Mount, donc je pense pas forcément qu'ils se détachent.
L'Ajax aussi en reconstruction, hein, finalement. Ouais, l'Ajax doit compenser. Ouais, le barrage a été difficile pour l'Ajax. Et même le dernier tour de qualif, ça a été compliqué. Valence et le LOSC, c'est un groupe très intéressant. LOSC a perdu Pépé, mais a recruté Osimhen, ça peut être aussi intéressant. Exactement. Valence, c'est une valeur sûre à ce niveau-là quand même. Donc c'est un groupe qui est intéressant selon moi. On ne parle pas du groupe de Naples, la revanche contre Liverpool. Oui, on peut parler du groupe de Naples. Oui, je vois un groupe assez intéressant aussi avec Salzbourg qui peut jouer les troubles faits. Liverpool qui est tenant du titre. Donc vous, votre surprise, c'est Liverpool qui passe pas ou c'est Naples qui passe pas, qui sort pas de ce groupe? Alors, je mettrais quand même Liverpool au-dessus parce qu'ils ont gardé tous leurs joueurs, ils ont maintenant pris conscience qu'ils peuvent être tout en haut. On rappelle que la saison précédente, ils avaient encore été finalistes, donc ils ont gardé ce groupe et je les vois aller assez loin dans la compétition d'ailleurs. Et puis peut-être attention parce que je pense que cette année, ils peuvent aussi faire le titre. Donc à un moment donné, ils vont jouer peut-être sur 2 tableaux, voire plus, et ça peut aussi jouer des drôles de tours. Et puis Claude, un petit mot sur Paris quand même parce que il y a on a dit qu'on parlait pas de Neymar. On a du temps. Est-ce qu'on a vu? Oui, allez-y, dites-nous. Parce que Paris, dans ce groupe, Paris, Real, Bruges, Galatasaray, pour moi, tout n'est pas fait. Il faut... Paris, Neymar, il semblerait que ce soit Yaki, mais il faut voir dans quelles circonstances. Yaki qu'il parte ou qu'il reste? Yaki qu'il reste. Ah, voilà. Mais il faut voir s'il n'est pas blessé, si la tête va bien. Il y a beaucoup de paramètres. Même sans Neymar, Paris doit quand même passer. Il y a pas mal de blessés. Après, il n'y a pas Cavani. Pour le moment, il y a pas mal de blessés. Sans Cavani. Neymar ne jouera pas les 3 matchs allés, quoi qu'il arrive. Donc, si les 3 sont déjà pas là, il reste Choupo-Moting qui est en feu. Des joueurs comme Di Maria, avec des joueurs comme Sarabia, avec tout le respect que j'ai pour Bruges et Galatasaray, ça devrait quand même passer. Ça devrait. Mais avec Paris, tout est possible. Parce que, voilà. Un groupe qui est bien sûr, logiquement, les deux devraient passer, mais méfiance avec le PSG. Le Real revanchard, qui est sorti par la toute petite porte la saison dernière et qui fait pas non plus un super début de saison. On voit que Zidane, ça commence déjà un petit peu à vaciller. Là, je dis pas qu'il va se faire licencier, mais... T'as des infos? Non, mais alors il fait pas l'unanimité ni au niveau des résultats et ni au niveau de la jury. Là aussi, lui, on peut pas dire qu'il a besoin de temps parce qu'il est là depuis suffisamment longtemps pour cette 2e expérience. Mais il y a clairement quelque chose à aller faire quand on est le Real Madrid et puis qu'on gagne pas un titre pendant une saison. C'est une saison évidemment longue, ratée et longue, parce que le Real Madrid qui regarde les quarts de finale de la Champions League à la télé, c'était plus arrivé depuis bien longtemps, quoi. Et là, on n'a pas le chiffre. Si, alors je peux vous le dire. 2015, c'est la Juventus qui avait éliminé le Real Madrid en demi-finale. Puis ensuite, ils n'ont jamais vous été... en souvenez, Daniel, non, parce que j'ai commenté le Ajax, les deux, la double confrontation. Ils n'avaient plus été éliminés en Champions League depuis la Juventus au Bernabeu. Ils avaient gagné les 3 éditions suivantes. On va conclure donc sur cette page européenne avec cette information. Merci Daniel. Et on va passer à un petit mot sur la pause internationale puisque la Suisse affrontera l'Irlande dans les qualifs pour l'Euro 2020. Et la grosse surprise de la sélection de Petkovic, c'est l'absence de Xherdan Shaqiri qui n'est pas blessé. Il a joué d'ailleurs ce week-end avec Liverpool. Le meneur de jeu de la Native veut se concentrer sur son club. Est-ce qu'on est en train de passer à une Nati à la carte, messieurs? Et surtout, est-ce que c'est excusable ce genre de comportement? Est-ce qu'on va laisser passer parce que c'est les premiers matchs de qualif ou est-ce que finalement c'est pas acceptable que Shaqiri décide de ne pas venir jouer pour se concentrer sur son club? Moi, je trouve ça très très étonnant parce que durant la pause internationale, c'est pas forcément les semaines où on peut le plus se montrer aux yeux du coach. Surtout à Liverpool où le 3/4 de l'effectif est international, donc ça va être compliqué d'être à l'entraînement avec les jeunes joueurs et de montrer à Jürgen Klopp que c'est un potentiel titulaire. C'est un choix qui est assez spécial, mais on n'est pas en interne pour savoir ce qui se passe vraiment. Mais en plus, il n'y a pas beaucoup d'infos qui sont sorties à ce niveau-là. Je pense qu'il y aura des conférences de presse où Petkovic nous en dira un petit peu plus, mais je trouve ça très très étonnant quand même. Ce qui est surprenant, c'est qu'il manque de temps de jeu à Liverpool et qu'il pouvait avoir du temps de jeu. Se faire du bien, justement. Utiliser l'équipe suisse pour avoir du temps de jeu et puis faire des bonnes perfs avec l'équipe de Suisse. Après, ça n'aurait pas forcément changé son statut non plus à Liverpool. Mais qu'il ait des minutes de jeu. Parce que si on a besoin de lui à Liverpool, maintenant, c'est compliqué parce qu'il y a peu de minutes de jeu. Donc, il aurait pu prendre des minutes de jeu et puis jouer quand même pour son pays. Alors, je ne sais pas tout ce qu'il y a là-dessous, mais tout ce que ça implique. Mais c'est vrai, quand on a l'info comme ça et la raison, ça paraît complètement improbable. C'est une erreur de communication de le dire comme ça? Pas très certainement, je n'ai pas vu de la manière que c'était dit, mais si c'est dit... Il se concentre sur son club.
C'est Ça veut dire embêtant. oui. Allez-y, Claude. C'est toujours embêtant et c'est toujours des propos difficiles qu'on sauterait sur votre club. Oui, bien sûr, c'est votre employeur, mais le pays, vous jouez pour la nation. Et en plus, comme j'ai dit, dans son cas, c'était bénéfique pour lui, à mon avis. Comme a dit Jérémy, rester au club avec les réserves, et avec la moitié du contingent ou les 3/4 qui sont loin, je ne vois pas son intérêt. Donc, pour moi, c'est surprenant. Après, il faut savoir tout ce qui se passe dans ce milieu. Ça avait été le cas aussi avec Burki à une époque. Hein. Il ne jouait quasiment jamais parce que Sommer était là. Et puis, pendant quelques échéances internationales, il avait décidé de ne pas venir. Et finalement, c'est encore un petit peu, c'est un peu différent quand même. Oui, lui, il ne jouait pas en équipe suisse. Ah, il ne jouait pas, c'est ça. Bah, il devait être prêt à chaque match quand même à remplacer le gardien en cas de blessure. Oui, mais la probabilité que le gardien titulaire se blesse est faible. Et on sait que Shaqiri, pour l'instant, il n'y a personne qui est capable de remplir son rôle actuellement en équipe suisse. Donc, Et puis cette équipe suisse, justement, sans Shaqiri, face à l'Irlande, vous la voyez comment ? Non, la Suisse doit gagner, la Suisse doit faire des points contre l'Irlande, mais c'est vrai qu'un joueur comme Shaqiri, comme j'ai dit, on n'en a qu'un. Voilà, ils vont devoir changer un petit peu le système, je pense, j'imagine, mais forcément peut-être avec une pointe basse et puis 2-8, et enlever cette position numéro 10 qui lui convenait plutôt bien. Mais voilà, même sans Shaqiri, la Suisse doit faire quelque chose contre l'Irlande. J'ose une toute petite comparaison. Allez-y. Ronaldo, après l'Euro, non, ça vous osez pas. Il a aussi renoncé à la sélection portugaise. Il l'a refait la saison dernière. Puis il a joué que le Final Four. Et là, on est aussi dans un joueur qui a voulu se préserver, mais aussi pour son club. Après, il a aussi un autre âge. Et un autre statut. Et un autre statut. Mais quoique, il a un autre statut, mais Shaqiri, il a le c'est un statut peu le Ronaldo de Ronaldo. Voilà, alors justement, la comparaison. En club, il a toujours eu du temps de jeu. Il a toujours Ronaldo, eu donc absolument. Mais Shaqiri, ah mon Dieu, est-ce que j'ose dire ça? C'est le Ronaldo de la Suisse, dans le sens où c'est le joueur offensif, qui est indispensable. capable de faire la différence. Ouais. Qui est indispensable. Pourquoi vous riez? Non, rien, j'aime beaucoup la façon dont vous avez osé le dire. Voilà, c'était assez courageux. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'ai de la peine à comprendre comment on pourrait se passer de lui, et je trouve que c'est une décision un peu égoïste, même si je ne connais pas tous les paramètres et que ça va probablement, j'espère, nous être expliqué. Mais j'aime bien voir la Suisse avec Shaqiri, et je trouve qu'il devrait jouer tout le temps avec l'équipe de Suisse. Cameron, votre avis sur cette équipe de Suisse sans Shaqiri, c'est quand même jouable ou Oui, il y a tout qui est jouable. Après, c'est sûr que c'est dommage pour l'équipe suisse d'avoir pas un joueur comme Shaqiri. Après, on va essayer de combler ce manque par d'autres joueurs. Il y a d'autres talents. Il y a des joueurs que vous aimeriez bien voir arriver en équipe de Suisse? Ademi. Ouais, genre Ademi fait un bon début de saison. Ça serait bien de lui donner sa chance. Eh ben on verra si à l'avenir, Ademi aura sa chance avec Vladimir Petkovic. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à Jérémy Manière d'avoir été présent. Merci à Cameron Potas. Vous revenez quand vous voulez, l'émission. Vous souhaite une bonne saison. Claude Gross, toujours un plaisir. Partagé. Impeccable. Daniel Romano, merci d'être là, le patron de cette émission. Et on l'a dit, merci à vous de l'avoir regardé. Merci à tous ceux qui ont produit et réalisé l'émission. On vous souhaite une excellente soirée. Prochain rendez-vous, 14h20 demain. C'est la Coupe du Monde de basket sur Téléclub à suivre, sur Téléclub Zoom. Bonne soirée. Bye bye.